souffrirait sans doute de cette maladie. Je n'en sais rien. Puisque vous n'avez pas raconté cette anecdote, vous n'avez pas voulu la reprendre. Ouais, Sans doute que certains ne sont pas parfaits. Que ce n'est pas la première fois que de telles situations se produisent dans le monde. Mais vous savez, le cœur du pouvoir est nourri par les êtres humains, avec leurs travers et avec leurs faiblesses, avec leur potentiel également. Donc, oui, bon, votre émission n'est pas pour les potins et pour les choses comme ça. Donc, je suis sûr que vous avez des sujets qui intéressent beaucoup plus les auditeurs. Il faut dire que dans le dossier de la presse au Togo, depuis quelques mois, on entend un nom et ça commence pas, et fait beaucoup, ça commence pas à amener des citoyens à se poser des questions. Quand on évoque le SCRIC, et beaucoup se demandent qu'est-ce que le SCRIC vient chercher de plus en plus dans les dossiers de la presse. Est-ce que vous, par exemple, en étant de l'extérieur, vous avez des indications qui forcent, par exemple, ce service à intervenir dans les dossiers qui entachent d'une certaine mesure ou qui concernent la presse togolaise? Quand vous dites de l'extérieur, par rapport à quoi? Quand vous n'êtes pas journaliste. Ok, très bien. Ben, et nous avons, c'est vrai, une mauvaise pratique dans notre pays. C'est un peu le mélange des genres, où tout le monde s'implique dans tout. Et je pense que les premiers responsables, ce sont les autorités politiques qui ont pris l'habitude de faire intervenir les services dont la responsabilité ne couvre pas un domaine, mais on les fait intervenir là-dedans, si bien qu'aujourd'hui, chacun va activer la force dont il dispose dans le service approprié et va faire agir, intervenir dans des dossiers qui ne relèvent pas de leurs compétences. Ce n'est pas la première fois. Et tant que les premiers responsables ne vont pas y mettre de l'ordre, tout cela devient des abus de pouvoir, ça devient aussi quelque part une façon d'affirmer son influence au sein de la République et c'est malsain. Et les résultats que ça produit ne sont jamais de bons résultats parce que des forces intérieures au service finissent par s'affronter. Et je pense que c'est ce qui se passe ou c'est ce qui s'est passé avec le cas de la convocation de Ferdinand Haïté. Il y a visiblement ordre et contre-ordre et cela ne peut pas venir de la même personne. Et forcément que d'autres forces sont intervenues et ont changé les décisions. Donc ça fait une approximation qui n'honore pas les services concernés. Est-ce que l'intention c'est d'intimider la presse togolaise? Si on sait que depuis 30 ans, cette presse togolaise cessait à accompagner le processus démocratique au Togo. Le régime togolais s'efforce de casser méthodiquement toutes les poches de résistance, que ce soit l'opposition politique, que ce soit la société civile, que ce soit les médias. Eh bien, il y a une démarche, je dirais, organisée, pensée, mise en œuvre pour casser toutes les poches de résistance, tout ce qui s'oppose d'une manière ou d'une autre ou qui met à nu les travers de la République, eh bien, on s'y attaque. Et ce n'est même pas une bonne chose pour le pouvoir en place, parce que à force de ne plus avoir des gens qui mettent en relief ce qui est mal fait, eh bien, vous allez vous complaire dans ce qui est mal fait et vous allez finalement laisser pour compte la population que vous êtes supposé porter vers des lendemains meilleurs. On ne peut pas continuer comme ça. Et le gouvernement togolais a trop cette habitude d'user de la force pour régler les choses les plus banales et de prendre le marteau pour tuer la mouche. Et ce n'est plus ce qu'on attend de nos gouvernants en 2021. Nous sommes vraiment en 2021 et en 2020, à la fin de l'année, vous aviez dit quelque chose qui sans doute peut continuer par être débattu. Vous avez eu l'impression à un moment donné que le Togo est en train de faire de la reculade. On retourne aux années de plomb. Vous parlez de pratique des années de parti unique. Alors qu'on sait, nous sommes en 2021, nous sommes de plus en plus vers la modernité, avec un président qui n'est pas trop âgé, avec une femme qui est Premier ministre, avec une femme qui est présidente de l'Assemblée nationale. Le Togo, en réalité, doit être un modèle. Oui, vous avez oublié aussi d'ajouter avec une femme
politique qui est jeté en prison, avec un homme politique qui est poussé à l'exil, avec des prisonniers politiques, plus d'une centaine aujourd'hui. Oui, ça aussi c'est la réalité qu'il faut souligner. Et quand je parle de recul, ben, c'est qu'il y avait eu des acquis depuis 90 et ces acquis, on est en train de les démanteler méthodiquement. C'est le cas de la presse. La presse avait quand même cette possibilité de s'exprimer. Aujourd'hui, on pousse la presse à l'autocensure parce qu'on l'effraie, on essaie de l'intimider, on ferme des organes de presse, des radios, la liste elle est longue. Eh bien, on veut que la presse se contente d'applaudir comme les animateurs, les animatrices des années 70. Oui, il y a véritablement une reculade avec le chef de l'État qui s'est battu et qui a tout fait pour effectuer un troisième mandat, qui a modifié la Constitution pour faire un quatrième mandat, et en se promettant un cinquième mandat également. On ne peut pas appeler ça... Mais il s'est promis un cinquième mandat? On ne peut pas... Non, mais en fait, je veux savoir. Mais bien sûr, puisqu'ils disent que c'est son premier mandat qu'il est en train de faire dans la nouvelle Constitution. Donc, il se promet un cinquième mandat. Vous n'êtes pas au courant? Non, mais en fait, c'est la lecture que vous faites. Peut-être que après... Ce n'est pas la lecture. Ils ont crié haut et fort qu'ils ont mis leur compteur à zéro. Donc, je ne fais que répéter ce qu'ils ont dit. D'accord? C'est ça leur intention. Il faut que les gens le sachent. Donc, avec tout ça, vous ne pouvez pas me dire que nous sommes dans un État moderne. Un État moderne, eh bien, on ne traite pas la presse comme ça. Les forces de sécurité ne traitent pas les hommes politiques comme ça. La justice ne pourchasse pas les acteurs politiques de cette manière-là. Nous ne sommes pas dans un État moderne. Vous voulez dire qu'on pousse les journalistes aujourd'hui à l'autocensure alors? Bien sûr, c'est ce que je dis et je le répète. S'il y a de l'autocensure, ça veut dire que la démocratie est en danger. Nous allons évoquer la démocratie et évoquer le temps de cette démocratie qu'est les États-Unis. Cette semaine, on a vu des images incroyables venant des États-Unis. Je ne sais pas si, de mémoire d'homme, il y a eu déjà de telles scènes qui se sont produites au Capitole avec des partisans d'un président sortant envahis. Et là où se décident, où se font les tests de cette République, c'est cité en exemple. Comment vous avez vécu ça? Ben, la première leçon que j'en ai tirée, c'est que la démocratie, c'est une lutte permanente. Il n'y a jamais d'acquis définitif. Jamais d'acquis définitif. Parce que, et c'est ce que disait feu le président Rawlings, que même si le diable venait à prendre les rênes de l'État, parlant du Ghana, et qu'il ne soit pas en mesure de faire ce qu'il veut. Ça veut dire que à un moment ou à un autre, on peut toujours tomber sur un dirigeant qui souhaiterait faire des choses au travers, ou en tout cas en travers des règles. Et les États-Unis, moi je tire la leçon que ce pays a eu l'occasion de forger des institutions qui sont extrêmement solides, parce que les institutions ont su résister à l'homme le plus puissant du pays, c'est-à-dire le président des États-Unis. Et c'est cela qu'il faut voir. Et tout ce que le président Trump a pu faire, le refus de reconnaître la victoire, tout cela, c'est le comportement d'un homme. D'un homme, certes puissant, mais c'est le comportement d'un homme, avec ses travers, avec ses faiblesses. Mais face à cela, face à cet homme puissant qui fait les choses de travers, eh bien, il y avait en face les institutions. Et les institutions ont montré leur efficacité, leur solidité, ce qui a permis aux États-Unis de ne pas connaître des situations comme dans nos pays, malheureusement. Dans nos pays, je n'ose même pas imaginer comment les choses auraient pu se passer. En tout cas, ça se serait passé comme ça a l'habitude de se passer. C'est clair que la situation telle que c'est vécu aux États-Unis, elle ne se serait pas produite dans nos pays, puisque dans nos pays, celui qui organise traditionnellement les élections, il ne les perd pas. Donc, Donald Trump, c'est lui qui est au pouvoir et qui est en train de perdre l'élection. Oui, c'est en cela... Ou qu'il a perdu, oui. Oui, c'est en cela qu'on voit l'efficacité des institutions. Ce sont les institutions qui ont bien fonctionné. Si vous voyez même son vice-président, Mark Pence, il a eu, tout en étant solidaire avec son président, le vice-président, à respecter les textes jusqu'au bout.
Et il a encore déclaré récemment qu'il sera présent à l'investiture du président Joe Biden. Donc, ce sont les hommes qui peuvent chercher à travestir les lois et les us et coutumes, les pratiques en vigueur, mais il faut toujours que les institutions et les hommes qui animent ces institutions, et c'est ça qui est très important également, que les hommes et les femmes qui animent ces institutions puissent les animer avec beaucoup de dignité. Et là, ça me ramène un peu dans notre pays, je fais une parenthèse rapide sur le système judiciaire au Togo. Tous les textes qui régissent le Togo indiquent que le système judiciaire togolais est un pouvoir à part entière et qu'il est libre, et les magistrats sont libres d'exercer leur métier en toute liberté et conscience. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on voit? Ce n'est pas le cas. Donc, oui, il y a les textes, mais il y a également la manière dont les hommes qui incarnent ces institutions et travaillent à la tête de ces institutions. Quand vous évoquez les hommes, la question finalement c'est que c'est plus une question de système politique, de continent, ni de peau, c'est finalement une question d'individu. Parce que c'est en Afrique que traditionnellement les chefs d'État ont des comportements relativement, quand on fait la comparaison avec ce qui arrive aux Américains. Donald Trump serait africain que... je sais pas, on se moquerait de plus en plus. Ben, écoutez, moi, en me référant à ce fameux coup de fil qu'il y a eu entre le président Trump et le secrétaire d'État de l'État de Géorgie, et parlant de 11 700 chercher des bulletins et dont il avait besoin pour gagner, eh bien, c'est surréaliste comme discussion. Où on voit le secrétaire d'État, tout en étant embarrassé, mais dire les choses telles qu'elles étaient. Mais je me suis dit, waouh, imaginons, transposons les choses au Togo. Et où je vois le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, qui appelle le président de la CENI, lui disant, trouvez-moi des voix pour que je gagne l'élection, et que le président de la CENI lui dise, non, monsieur le président, parce que c'est comme ça qu'il appelle, je ne peux pas parce qu'il n'y en a pas pour vous. Écoutez, pour le moment, pour nous, c'est le rêve. Oui, c'est clair aussi qu'il ne faudrait pas exagérer les comparaisons. C'est pas un siècle, c'est pas 2 siècles de pratique quand même dans ces pays. Au Togo, tout ça a commencé il n'y a pas très longtemps. Donc, vous savez, vous ne pouvez pas, excusez-moi, M. Atiobé, oui, allez-y. Excusez-moi, M. Atiobé, vous ne pouvez pas faire ce type de comparaison parce que c'est la volonté politique avant tout. Ce que les États-Unis ont fait en plus de 2 siècles, eh bien, un pays comme le Togo, qui a à peine 8 millions d'habitants, aurait pu le faire en 30 ans. Parfaitement. C'est simplement parce que il y a une absence totale de volonté politique ou plutôt une féroce envie de conserver le pouvoir qui fait que l'ouverture n'est plus d'actualité, on ferme tout, on ne veut pas s'ouvrir, on ne veut pas faire de concessions, et tout pour soi et rien pour les autres. Eh bien, quand c'est comme ça, le pays peut rester 1000 ans, hein, ça n'évoluera pas. Ce qui s'est passé aux États-Unis, est-ce que ça ne va pas renforcer les argumentaires, les discours dans un certain nombre de pays comme la Russie, la Chine, même dans plusieurs pays africains? Bon, ça c'est une lecture, je dirais, sur un angle qui pourrait avantager ces gens-là. Mais justement, c'est sur cet angle-là. Oui, mais en réalité, ce n'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est le comportement des institutions. C'est à ça qu'il faut revenir. Si vous avez un malfaiteur qui pose des actes, eh bien, l'être humain, il n'aime pas vivre sous la loi. Hein. C'est pour ça qu'il y a des lois. Parce que l'être humain, c'est quelqu'un qui veut faire ce qu'il veut. Eh bien, quand il pose l'acte, c'est la manière dont les institutions en face réagissent, c'est ça qui est déterminant. Et c'est ça qui doit être l'angle de lecture. Comment ont fonctionné les institutions? Et là, on verra que les institutions américaines sont sorties glorifiées, renforcées, parce qu'elles ont été solides, elles ont été animées par des gens qui croient en ce qu'ils font, qui respectent le serment qu'ils ont fait, et c'est ça qui est important. Donc,
une fois que la société arrive à bâtir un socle institutionnel qui est robuste, eh bien, il est difficile de le faire chanceler, et même si une horde de personnes envahit un bâtiment aussi prestigieux que le cœur du pouvoir américain, eh bien, les institutions tiennent et montrent que c'est dans ce sens qu'il faut aller, renforcer les institutions et non se donner à soi une force qui disparaîtra avec votre propre disparition. Vous avez évoqué les institutions, vous avez évoqué également les personnes qui les incarnent. Quand vous prenez un pays comme le Togo, nous avons également les institutions, nous avons les personnes qui les incarnent. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas forcément à tous les coups dans notre pays? Pour répondre à la question, je vais vous raconter une anecdote où je discutais avec quelqu'un et il me parlait du corrupteur dans les administrations. Donc l'usager qui vient pour faire des documents et qui se sent obligé de donner de l'argent aux préposés pour que son travail se fasse rapidement. Et on l'accuse de faire de la corruption. Bon, ok, très bien, on peut prétendre cela. Mais le problème, il est mal abordé de mon point de vue. Parce que l'usager sait qu'un système est instauré. Et que s'il ne posait pas cet acte-là, ben, il serait victime du système qui est posé. Donc, il ne fait que rentrer dans le système et fonctionner selon les règles du système imposé. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que on doit nécessairement se donner les moyens de consolider nos institutions pour que nos institutions nous protègent tous. Ce sont les institutions qui protègent les citoyens, y compris les gens qui détiennent le pouvoir aujourd'hui. Les institutions étant faibles, eh bien, ils sont tout autant exposés que n'importe quel autre citoyen togolais. Aujourd'hui, sont-ils peut-être un peu mieux protégés parce qu'ils sont détenteurs d'un pouvoir? Mais le pouvoir est toujours passager. Et un jour ou un autre, d'une façon ou d'une autre, ils en seront dépouillés. Et en ce moment-là, ils seront face et nus à cette institution, à ces institutions qu'ils ont passé le temps à fragiliser. Nous avons donc tous intérêt, y compris ceux qui ont la responsabilité de conduire le Togo aujourd'hui, nous avons tous intérêt à construire un État solide avec des institutions solides qui nous protègent tous dans nos droits et dans nos devoirs. Nous évoquons la situation des États-Unis, mais aujourd'hui, au moment où nous évoquons cette situation, globalement, au-delà du Togo, dans la sous-région, il y a des inquiétudes, des signaux qui sont envoyés, notamment par plusieurs capitales. Ces inquiétudes-là révèlent qu'il y a encore du travail à faire au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Oui, l'Afrique de l'Ouest est tirée vers le bas par mon pays, malheureusement. Parce que depuis 30 ans, tous les autres pays ont fait des pas en avant, plus ou moins. Et le Togo a été le seul qui s'est arc-bouté sur sa position, droit dans ses bottes. Et aujourd'hui, on constate que son expérience tire l'ensemble de la sous-région vers le bas. La Guinée, qui est intervenue dans les conflits togolais, eh bien, a travaillé dans ce conflit à son propre bénéfice. L'Ivoirien qui est venu aussi en pompier au Togo, on se rend compte qu'il a travaillé à saper les choses au Togo pour son propre bénéfice parce qu'il voulait reproduire les mêmes modèles. Et c'est pour ça que le président guinéen, Alpha Condé, n'a pas hésité à dire mais pourquoi on me reproche moi un troisième mandat? Il y en a qui font 4 déjà. D'accord? Donc, oui, la sous-région est en train d'être est dans une reculade de la démocratie. Les droits et les libertés sont de plus en plus restreints. Mais il y a quand même des lueurs d'espoir. Et c'est sur ça que je voudrais davantage insister, parce que un pays comme le Burkina nous a donné un bel exemple d'élection qui a été organisée, où les autres candidats sont venus féliciter le vainqueur. C'est encourageant pour cette toute jeune démocratie. C'est un jalon essentiel qui vient d'être posé. Il y a également le cas du Niger avec le président Issoufou qui nous a montré qu'on peut être capable de refuser, de forcer le destin en modifiant la constitution pour se maintenir au pouvoir.
Et il a résisté à toutes les tentations, et Dieu seul sait qu'il y en a eu. Et ils sont même allés au-delà pour nous montrer la voie du deuxième tour en Afrique de l'Ouest, ce qui est ultra rare de nos jours. Donc oui, il y a des frémissements, il y a encore de l'espoir, même si le Ghana, à côté, qui jouissait d'une bonne réputation de démocratie depuis 20 ans, et vient de connaître en 2020 enfin 2021 là, et vient de connaître une élection qui, ma foi, a un peu terni l'image des pays démocrates et de référence dans la sous-région. Mais enfin, de manière globale, il y a eu de la reculade, mais il y a encore de l'espoir sur certains aspects. Merci beaucoup. Nous venons de passer 45 minutes avec vous, Nathaniel Olympio. Je rappelle que vous êtes le président du parti des Togolais et que les Togolais, certains qui sont en ligne, vous poseront des questions dans un instant. D'autres Togolais qui, eux, nous regardent à travers le monde, grâce aux réseaux sociaux. Ceux-là également peuvent laisser leurs commentaires et analyses. Nous allons les soumettre à notre invité. Les numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Nous commençons cet exercice avec les auditeurs. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour. C'est Pelé? Comment vous allez? Oh, très bien. Je vous souhaite une bonne année. Oh, merci à vous. Bonjour, Président. Bonjour. Oh, d'abord, moi, je vais te demander d'abord où est-ce qu'on peut trouver M. Alberto Olympio. Les Togolais ont besoin de lui. On a besoin de savoir comment on peut l'espérer. Où en est-il pour son dossier judiciaire? Ça, c'est la première question. Donc, deuxième question, je voudrais aller vers M. Pierrot pour lui suggérer ou bien faire une proposition pour leur émission, pour que cette émission soit un peu contradictoire pour cette année, pour c'est-à-dire on observe ou bien on écoute des débats contradictoires, quoi. Parce que je pense qu'avec ça, ça peut évoluer ce peuple togolais. Parce qu'on voit seulement l'opposition vient parler. Et l'opposition bavarde en l'air seulement. Et ceux qui nous dirigent, ils sont là et ils nous regardent faire. C'est-à-dire le chien à bois à la caravane passe. Il faut faire l'effort pour que les gens viennent y parler. Ou bien dans l'opposition même. Parce que l'opposition, elle peut compétir entre elles-mêmes. Cette compétition-là, il faut qu'elle vienne, il faut que les gens viennent pour voir des débats contradictoires, ce qui se passe entre l'opposition elle-même. On veut en savoir. Moi, c'est ma préoccupation de tout à fait. Bien, merci beaucoup, Pelé, pour votre intervention. Réaction? Alberto va très bien. Évidemment, il n'est pas très heureux que l'on l'ait poussé à l'extérieur du pays, mais le dossier judiciaire qui a été fabriqué de toutes pièces sur son dos, on en a largement parlé. Et je ne sais pas ce que le régime togolais fait encore aujourd'hui autour de ça. Je sais qu'il y a déjà 4 ans, un mandat d'arrêt international a été lancé contre Alberto. Bon, est-ce qu'il est exécuté? Bon, j'en sais rien. Mais tout ça, c'est encore les farces de notre appareil judiciaire. Et ce qui importe, visiblement, le régime, c'est de pousser à l'extérieur les gens qu'il considère comme embêtants. Et il y a un certain nombre de Togolais, acteurs politiques, qui sont ainsi poussés à l'exil pour les raisons que je viens d'évoquer. Oui, la deuxième partie de l'intervention de l'auditeur concerne l'émission D12 version contradictoire. En réalité, c'est notre vœu également. Et vous savez que la démocratie se nourrit de débats contradictoires, mais malheureusement, je ne vous apprends rien qu'il est difficile pour l'instant d'avoir des débats de ce type dans nos stations radio et télévision. C'est aussi le degré atteint aujourd'hui par la démocratie togolaise. Son niveau ne permet peut-être pas encore à ce que des acteurs de plusieurs courants de pensée viennent
débattre d'un sujet qui nous concerne tous. Il est même difficile, et ça aussi, les auditeurs, ils sont conscients de ça, qu'il est rare d'avoir les représentants du parti au pouvoir dans nos différentes émissions, y compris également les membres du gouvernement. Donc, nous, ce qui nous concerne, nous attelons à les faire venir dans nos émissions, puisque en réalité, c'est cela qui fera le charme de la démocratie togolaise. Si on ne continue pas à recevoir les dimanches, rien que les acteurs de l'opposition, et c'est vrai que ça donne une pâle figure à notre démocratie, tout simplement. Eh bien, moi, j'ajouterais que pour que ce type d'exercice puisse se mettre en place, il faut que au sommet de l'État, on donne l'exemple. Vous imaginez, vous, aujourd'hui, que le chef de l'État accepte de rentrer dans un débat contradictoire avec son opposition? Et quand il refuse obstinément de s'adresser aux journalistes, vous voyez, M. Pelé a soulevé un point, mais qui va largement au-delà de la question telle qu'il l'a exprimée. C'est